Bonjour et merci d'assister à cette petite vidéo concernant le déploiement des PIAL, entité relativement récente, nécessitant un minimum d'informations. En effet, à première vue, le PIAL est quelque chose qui peut apparaître comme un ovni, un objet voyant non encore bien identifié au sens qu'il est relativement récent, comme je le disais. On a tous entendu parler du PIAL, mais peu savent identifier non seulement les contours, mais également l'ensemble des objectifs qui sont visés. Donc mon intervention s'articulera autour de différents points, ayant trait dans un premier temps à la genèse de ces PIAL. Nous aborderons le PIAL dans sa dimension collégiale. Ensuite, nous aborderons toute la dynamique à engager autour du déploiement de cette nouvelle entité PIAL pour en arriver à la mise en avant de cette démarche d'amélioration continue que veut être l'élaboration d'un PIAL au sein d'entités scolaires. Un premier contact, en effet, quand on parle de PIAL pour la première fois à une personne, l'image semble se brouiller et ressemble étrangement à quelque chose de très flou. Il faut que l'on rentre dans le détail et dans l'articulation entre les différents établissements scolaires appartenant à la même entité PIAL pour que cela prenne un premier sens. Alors pour quelles raisons ? Très certainement, cela est dû donc, de fait à ce que ce dispositif et que cette entité plutôt est relativement récente, qu'elle couvre 100% du territoire depuis cette rentrée scolaire 2021 et qu'elle amène un certain nombre de pratiques à évoluer grandement. Mais nous y reviendrons. Nous allons pour l'instant nous attarder sur les trois grands objectifs d'un PIAL. Trois grands objectifs abordant trois grands changements. Le premier concerne avant tout l'accompagnement humain et sa gestion au quotidien au regard des besoins de chaque élève. Le deuxième changement aborde plus spécifiquement une plus grande flexibilité dans l'organisation au sein d'un même PIAL. Et le troisième changement concerne plus spécifiquement l'évolution du métier d'accompagnant. Alors ceci ne se fait pas sans une nouvelle organisation et nous allons voir cela de plus près. Suite à la mise en œuvre de l'évaluation des PIAL en 2021 et au déploiement de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap, trois remarques peuvent être faites. La première remarque est en lien avec l'évaluation des besoins des élèves. On remarque globalement que les besoins de compensation de la personne en situation de handicap sont privilégiés aux dépens des besoins d'accessibilisation de l'environnement. Alors pour faire court, une tendance existe au développement de compensation, c'est-à-dire d'association de la difficulté identifiée à un statut même de handicap, au détriment de réponses liées à la diversité des pratiques pédagogiques et didactiques. Ce que l'on peut appeler également l'extériorisation de la réponse à apporter. La seconde remarque est ce que l'on pourrait appeler une proportionnalité inverse entre le nombre d'élèves qui est plutôt en baisse dans l'académie et le nombre d'élèves reconnus comme étant en situation de handicap, qui est lui en hausse depuis l'instauration de la loi sur le handicap en 2005. Cela peut s'expliquer, à première vue, par un souhait de reconnaissance d'une situation avérée de handicap. Cela peut interroger également quand cela constitue la réponse apportée à des besoins d'élèves. Alors, troisième élément de réflexion, ce sentiment d'exonération et de surcompensation. À la fois ce sentiment de relégation au champ du handicap, des difficultés apparaissant dans le cadre ordinaire de la classe, et à la fois cette observation liée à une surcompensation amenant de fait un obstacle à l'accessibilité pédagogique. Ce que l'on pourrait noter également, c'est cette conséquence sur l'autonomie de l'élève, autonomie que nous recherchons. Une remarque d'un pilote de PIAL évalué l'an dernier, elle interroge en effet comment expliciter le fait que l'AESH puisse être considéré comme le premier bouton sur lequel on appuie. Il serait plutôt intéressant que ce ne soit pas forcément le dernier, mais en tout cas, pas le premier.
Alors ces trois remarques amènent une indispensable réorganisation des entités scolaires, mais également des pratiques des enseignants visant à développer une adaptation de ces pratiques selon une conception universelle. Alors pour étayer cette remarque, nous allons relire ensemble un extrait de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée en 2006 à l'ONU. Alors, à savoir que l'on entend par conception universelle la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans la mesure du possible, sans nécessité ni d'adaptation ni de conception spéciale. Alors c'est indéniable que cela nécessite un gros effort d'information, de formation, qu'il s'agisse de formation initiale comme de formation continuée, de l'ensemble des acteurs de notre école, en y associant les partenaires de cette école. Le PIAL apparaît donc dans cette logique comme étant une entité identifiant un besoin d'aide situé dans une logique de trajectoire et non dans une succession de structures. Cette nouvelle logique s'articule autour de différents acteurs que nous allons prendre le temps de mieux connaître. Vous le voyez, nous pouvons identifier ce que l'on pourrait appeler les acteurs de premier rang. Je parlais de l'enseignant référent de suivi de scolarisation, acteur incontournable du suivi de la scolarisation des élèves reconnus comme étant en situation de handicap. Viennent ensuite 3 personnes systématiquement présentes au sein de chaque PIAL. Il s'agit du ou de la pilote de PIAL, du ou de la copilote de PIAL, du coordonnateur ou de la coordonnatrice de PIAL. Alors venons-en maintenant à l'identification des missions de chacun de ces 3 nouveaux acteurs. Vous avez à l'écran l'ensemble des missions des pilotes de PIAL, missions qui ont été définies au regard des textes réglementaires sur l'organisation de PIAL, mais également au regard des échanges entre les acteurs de terrain, mais également les inspecteurs d'académie, responsables des départements. On voit apparaître plusieurs dimensions dans ces missions, qu'il s'agisse de l'analyse des besoins en accompagnement humain, du lien avec le service départemental école inclusive, de la coordination de l'action des accompagnants ou de l'information de la communauté sur l'existence et le fonctionnement du PIAL. Je ne rentrerai pas plus dans le détail de ces missions, mais on voit ici tout de même une dimension de pilotage de l'entité PIAL. Cette dimension, elle est partagée puisqu'elle est prévue, parce qu'il est prévu la mise en œuvre d'un copilotage. Alors, cette dimension de copilotage est portée par l'inspecteur de circonscription associé au PIAL. Il y apporte cette dimension premier degré, qui lui donne tout son sens dans cette logique de parcours. Il faudra bien entendu que l'articulation entre ces 2 acteurs soit précisée de façon à éviter les incompréhensions de part et d'autre. Nous abordons maintenant les missions conférées au coordonnateur de PIAL ou à la coordonnatrice de PIAL. Nous sommes ici dans une dimension organisationnelle qui vise à identifier, à évaluer les besoins finement des élèves, de les mettre en cohérence avec les moyens humains mis à disposition du PIAL, en prenant en considération cette mise en œuvre, ce relais d'information avec les accompagnants, ces échanges entre les membres de la communauté et cette explicitation aux parents d'élèves des choix qui sont opérés. Cette mise en œuvre est une mise en cohérence des besoins et des moyens, mais surtout, et j'allais dire avant tout, une mise en relation des acteurs. Bien sûr que cette dimension de mise en cohérence humaine, AESH, élèves en situation de handicap, est une dimension prégnante. Mais l'action du coordonnateur de PIAL doit être aussi celle d'une recherche la plus opportune de la réponse à apporter. Cela se fera bien entendu avec l'appui des ressources à disposition des enseignants spécialisés, personnes ressources présentes au sein du PIAL, mais également des partenaires de l'école. On voit alors poindre cette notion d'appui renforcé. Le PIAL en tant qu'entité ressource dont l'accompagnement humain est une des réponses.
Nous en arrivons naturellement à parler de l'ensemble des acteurs du PIAL, et on voit bien que cela dépasse le cadre du lien avec le service départemental de l'école inclusive gérant l'accompagnement humain, avec les équipes éducatives et les responsables d'entités scolaires du PIAL. Nous voyons apparaître la notion de parcours au travers de l'identification des membres du réseau d'aide relevant du premier degré, des accompagnants, des personnes ressources que constituent l'IENASH et son équipe de conseillers, les enseignants spécialisés exerçant au sein du PIAL, les intervenants paramédicaux œuvrant auprès des élèves à besoins particuliers, mais c'est aussi les équipes relevant du secteur médico-social de proximité en lien avec les entités scolaires du PIAL. Le PIAL est donc bien identifié comme étant une entité collégiale, une communauté exerçant un rôle d'accompagnement d'aide, mais aussi, le cas échéant, de compensation aux difficultés rencontrées par les élèves. Je voudrais maintenant aborder les missions confiées à un nouvel acteur du PIAL qu'est l'AESH référent. Alors, qu'est-ce qu'un AESH référent ? Alors avant de répondre concrètement à cette question, il me paraît important de préciser que ce qui fait évoluer avant tout les pratiques, c'est la prise de conscience des difficultés dans le cadre d'un métier, l'identification des ressources qui vont m'aider à les surmonter, ces difficultés, avec ce sentiment que la réponse ne vient pas systématiquement du niveau hiérarchique supérieur, mais bien d'un échange de pratiques avec des pairs, exerçant la même mission que moi, se posant les mêmes questions et ayant, de par leur expérience, trouvé une solution, une réponse à cette difficulté. Ça ne sera pas systématiquement une réponse modélisante, mais une réponse au regard d'un même contexte de travail. Cette réponse amènera un questionnement commun, et c'est la collégialité des échanges qui amènera une évolution des pratiques. Nous voyons dans la diapositive l'ensemble des missions que cet expert référent, qui est l'AESH référent, c'est un pair avant tout avec une expérience professionnelle plus aguerrie, permettant d'approfondir le questionnement et d'y répondre. Il permettra, de par la mutualisation des outils et des pratiques professionnelles, d'enrichir l'apport aux élèves au travers d'accompagnement et de formation initiale et formation continue des accompagnants. Nous pouvons conclure ce que nous venons de voir jusqu'à présent en disant que le PIAL est à la fois une entité géographique, mais également une communauté apprenante menant une réflexion sur l'aide à apporter aux élèves. Le PIAL est donc bien l'affaire de tous, où chacun doit identifier les besoins situés des élèves, les obstacles qu'ils rencontrent, mais également la qualité des réponses à mettre en œuvre, ainsi que l'évolution dans le temps de ces réponses. En effet, nous ne sommes pas sur une situation figée, mais bien sur un parcours d'élèves, avec, ne l'oublions pas, des objectifs premiers de l'école, à savoir des résultats scolaires, mais aussi un travail sur le gain progressif d'autonomie et un dialogue construit avec une conscience commune que la confiance doit être continue avec les familles. Rappelons en effet que pour les parents d'élèves dont certains ont une expérience malheureuse de l'école, le PIAL relève d'une machinerie très obscure. En effet, comment comprendre les mécanismes internes au PIAL si l'on identifie peu ou prou quelques acteurs en ne restant focalisé que sur les moyens humains à disposition? Il faut globalement que l'on fasse œuvre de communication, au besoin de simplification, de façon à ce que chacun comprenne qu'il est engagé dans un système identifiant des besoins, en essayant d'y répondre localement avec l'ensemble des ressources à disposition. C'est donc bien une dynamique engagée qui permettra de trouver une réponse aux difficultés rencontrées. La mise en place des PIAL montre globalement une relative stabilisation dans l'organisation. Avec le temps, les PIAL sont bien identifiés comme étant des entités de proximité, avec un nombre d'AESH suffisant pour répondre à une certaine souplesse pédagogique, une ressource en accompagnant de proximité
des emplois du temps qui doivent être adaptés et modulables en fonction des besoins évolutifs, une vision interdegrée permettant une approche de parcours de l'élève, des périmètres qui se stabilisent dans le temps, de façon à pouvoir bien être identifiés. Et nous l'avons dit précédemment, un recrutement effectif des AESH référents. Bien sûr, il ne faut pas nier les difficultés qui persistent, à savoir un enjeu concret de recrutement et de fidélisation de l'accompagnement humain, mais également une augmentation constante des demandes et des attributions d'accompagnement. Avec un défi qualitatif lié à une nécessaire période d'appropriation de l'ensemble des acteurs à ce nouveau fonctionnement. Nous l'avons vu au travers de la mise en place progressive des PIAL, l'aspect qualitatif est un enjeu majeur. Pour faire en sorte que le PIAL soit intégré comme un élément positif de réponse aux besoins des élèves, il faut absolument qu'une démarche d'amélioration continue soit mise en œuvre. Cela passe par l'usage d'un référentiel national PIAL. Cet outil comporte des degrés de mise en œuvre, qu'il s'agisse de la dimension liée à l'organisation et au pilotage, à l'engagement de dialogue au bénéfice des élèves ou aux adaptations pédagogiques en lien aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap. Cet outil a été créé au courant de l'année 2021 et permet une analyse collégiale prenant en considération le regard des familles. C'est en effet en les associant à la mise en œuvre du PIAL que l'on fera en sorte qu'ils soient mieux acceptés. On peut d'ores et déjà dire que, suite à l'utilisation du référentiel, les points forts du PIAL sont liés à l'anticipation des besoins, à la flexibilité du dispositif, à la réactivité des équipes ou au sentiment d'appartenance des accompagnants à la communauté éducative du PIAL. Les premiers ressentis en matière d'axe de progrès montrent une nécessaire relance de la coopération entre enseignants et accompagnants, des adaptations pédagogiques à diversifier, une meilleure connaissance des interlocuteurs intervenant dans le secteur médico-social, un calendrier des notifications à clarifier, des temps institutionnels entre les acteurs identifiés et une problématique liée au remplacement. Cette démarche d'amélioration continue doit amener de fait à une réflexion sur la conception de l'action et sa mise en œuvre par la mise en place d'une réelle feuille de route collective, une évaluation continue du PIAL en interne mais aussi en externe, et enfin une acculturation commune, enseignants, accompagnants, familles, et j'y rajouterai volontiers partenaires de l'école. J'aborderai maintenant plus dans le détail les résultats de l'évaluation 2021 des PIAL menée par l'inspection générale et par la DGESCO. Je ne reviendrai pas sur la notion d'anticipation de réactivité. En ce qui concerne les points forts, j'y ajouterai certainement la notion de copilotage, ainsi que celle de communication, enjeu fort d'adhésion de l'ensemble des acteurs. En quelque sorte, une meilleure connaissance collective amène à une acceptation de ce nouveau dispositif. En matière de marge de progrès, j'aborderai le lien avec la MDPH, qui est une entité décisionnelle importante, et la nécessité de travail conjoint avec cette entité dépendant du conseil départemental. Concernant les préconisations, elles ont trait à 3 domaines: pilotage, formation, coopération. Concernant le pilotage, les dimensions d'explicitation de ce nouveau dispositif, mais également d'harmonisation des pratiques sont importantes. Concernant la formation, il est important d'identifier les possibilités offertes aux pilotes et aux copilotes en termes de formation, sous forme de fil, de formation d'initiative locale, par exemple, en privilégiant ce que l'on appelle parfois formation conjointe ou formation interprofessionnelle. La thématique de désétayage et d'autonomie de l'élève devra être systématiquement développée. Enfin, concernant la coopération entre les acteurs, au-delà de leur identification des acteurs, un travail effectif d'élaboration des procédures collégiales et d'accompagnement des familles devra être mis en œuvre.
Je conclurai mon propos en abordant la notion de coopération nécessaire, en abordant un aspect temporel ainsi qu'un aspect conditionnel. Concernant cette nécessaire coopération, elle ne se décrète pas. Elle résulte de transactions, c'est-à-dire de règles communes, affichées, travaillées ensemble à partir d'objectifs communs. Elle résulte également d'une transition conscientisée et d'une réelle transformation des pratiques de chacun des acteurs. Cela relève des acteurs de l'éducation nationale en tant que tels, qu'il s'agisse de professeurs, des conseillers principaux d'éducation, des agents relevant des collectivités territoriales, de la direction des établissements, mais également de l'ensemble des partenaires de l'école. Second aspect de la notion de coopération, j'aborde ici les conditions mêmes de cette coopération. En effet, travailler ensemble, c'est identifier le fait que l'on joue la même partition en respectant les rôles de chacun, les orientations prises par les institutions de chacun, les critères, les règles, la communication. Coopérer, c'est aussi synchroniser, c'est-à-dire envisager la manière dont on va travailler ensemble et que cela se fasse sens commun. Enfin, coopérer, c'est aussi nécessairement se rencontrer. Et le comité de suivi départemental de l'école inclusive peut être une entité de régulation très intéressante. J'en ai maintenant terminé. En tout cas sur mon propos sur la mise en œuvre de CCPIA, l'entité relativement récente, comme je l'ai précédemment dit, amenant de fait une réelle prise de conscience sur le rôle de chacun et de ses pratiques. J'espère avoir répondu à l'essentiel des questions que vous pourriez vous poser. Je pense réellement que nous sommes au début de cette coopération commune, devant aller bien au-delà de la gestion pure des moyens humains au regard des besoins des élèves. Je sais que le chemin est encore long, mais j'allais dire, les pierres font partie du chemin. Au-delà de ce proverbe roumain, il ne faut pas s'arrêter aux difficultés, même si elles apparaissent encore rendant la route de l'école inclusive parfois un peu chaotique. Il n'y a pas une seule réponse aux besoins des élèves, à besoins particuliers, mais plusieurs réponses qui ne sont valables qu'à un instant T et doivent être révisées tout au long du parcours de l'élève. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.